bonjour à tous. Donc, moi, je suis bioinformaticienne au CHU de Nantes, donc dans l'équipe de génétique. Et donc, je vais vous faire un premier bilan sur le RNA-seq à partir des cultures lymphocytaires, donc chez les patients sans diagnostic, après un génome négatif. Donc, actuellement, après un génome ou whole exome négatif, une des techniques qui est utilisée dans le diagnostic, c'est le RNA-seq. Lorsqu'on regarde dans la littérature, les prélèvements utilisés sont notamment les fibroblastes avec une capture poly-A et suivi d'un séquençage short read, et on a un rendement qui est d'environ 15%. Lorsqu'on s'intéresse plutôt au PAXgène, on a un rendement qui est bien inférieur. Dans notre cas, en fait, on a voulu une méthode qui était plus adaptée au laboratoire, qui était robuste et reproductible, et où on avait une bonne expression des gènes d'EDI. C'est pourquoi on s'est intéressé plutôt aux cultures lymphocytaires, suivies d'une capture exome et donc d'un séquençage short read. Donc le protocole, je pense qu'il a été décrit plusieurs fois. Donc c'est une culture lymphocytaire où on va faire un isolement des PBMC avec du coup après une culture des lymphocytes avec inhibition ou non du NMD, donc suivi d'une préparation de librairie qui est faite sur un automate de chez Agilent et donc dans ces cas en chassage short read. Notre pipeline maison. Donc, une des premières étapes, c'est un check de la qualité, donc avec des outils tels que MultiQC ou FastP qui va venir trimer les reads en fonction de leur qualité. Ensuite, on va avoir un alignement avec un génome de référence qui est AG38. Différentes méthodes de comptage, donc soit un comptage absolu, soit un pseudo-comptage avec Callisto, donc qui va nous permettre d'avoir une matrice en fait par patient, par gène et donc le nombre de comptes pour ces gènes-là. Grâce à ça, on peut faire un profil type cellulaire. Donc le profil type cellulaire, ce qui va nous permettre en fait, c'est de retirer des patients qui vont avoir un profil aberrant. Notamment, hop, ici, vous avez un patient avec majoritairement en fait des macrophages. Donc là, en violet et en rouge, c'est des macrophages, alors que en marron, jaune, vert, ce sont les lymphocytes. Donc ces échantillons-là sont retirés pour les analyses suivantes. Suite à ça, on va utiliser des outils de détection d'événements aberrants, donc, qui ont déjà été décrits hier, donc au niveau de l'expression avec Outrider ou au niveau de l'épissage avec Fraser. Donc, lorsqu'on regarde nos résultats, donc là, en fait, ce qu'on a, c'est un volcanoplot du coup à la suite d'une analyse d'expression aberrante. Donc, chaque point va représenter un gène avec une expression aberrante pour nos 39 patients sans diagnostic, après un génome négatif du coup. Donc on a le seuil de significativité en bas. Et donc ce qu'on a à gauche en bleu, ça va être les gènes sous-exprimés de façon significative, et à droite, les gènes surexprimés de façon significative. Donc en fait ici, on a 4 cas significatifs qui ont été résolus. Donc le premier cas, c'était CYB5R3. Donc on avait donc une perte de fonction donc de ce gène-là. Et lorsqu'on revenait en fait à la génomique, on détectait 2 variants qu'on a ici, qui n'étaient pas prédits en fait en génome du fait d'une prédiction faible au niveau de son épissage. Et en revenant en fait du coup sur le patient donc du coup qui avait une DI, cette sous-expression en fait a été confirmée avec une méthémoglobinémie de type 2 qui a été confirmée par dosage. Hop.
Le deuxième cas, c'est une sous-expression dans le gène EHMT1. Donc en fait, on avait une délétion du premier exon qui n'était pas identifiée par génome car trop peu. Enfin, c'était une petite délétion du coup qui n'était pas détectée. Donc on a une perte de fonction hétérozygote et cette perte de fonction en fait était présente chez la mère en mosaïque. Notre troisième cas, c'était le cas de WDR59. Donc cette perte de fonction, lorsqu'on revenait sur la génomique, en fait, on avait deux variants qui ont été détectés, donc un sous-exon et un pseudo-exon. Donc ici, on avait un patient avec une DI et une cardiomyopathie, et en fait, actuellement, il y a une cohorte qui est en cours, du coup, justement, avec ce type de variant chez des familles avec cette EDI et une cardiomyopathie sévère. Lorsqu'on regarde au niveau de la surexpression, là c'était pour AURKC, qui est impliqué dans la spermatogénèse, ce qu'on observait, en haut là vous avez le patient contrôle, le cas contrôle, et le patient en bas. Donc ce qu'on observe en fait, c'est qu'on a une une surexpression ici de AURKC. Et en fait, on a une délétion de 22 Kb, et donc on suppose que en fait, le promoteur de ZNF264 en fait régule du coup AURKC. Et donc la détection de ce transcrit de fusion, qui est ici, s'égrège dans une large famille avec un syndrome polymalformatif. Lorsqu'on s'intéresse à l'épissage, on a un cas résolu. Donc, on a le contrôle ici et notre patient ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on avait un saut en fait de cet exon-là, qui est lié, en revenant à la génomique, du coup, à ce variant-là. Donc, ce cas n'avait pas été résolu avant, car le gène n'avait pas encore été détecté, n'avait pas encore été identifié dans OMIM. Hop. Donc, en conclusion, en fait, l'étude RNA-seq nous a permis en fait de résoudre certains cas de façon certaine pour 3 sur 39 des cas. Et on a des diagnostics possibles pour WDR59 et AURKC, environ 5%. Lorsqu'on regarde en fait au niveau de la littérature, on est à peu près au même rendement qu'avec les fibroblastes. Par contre, on n'a pas de comparaison actuellement directe avec les fibroblastes. Actuellement, les diagnostics en RNA-seq sont rendus. Il est possible de recevoir des échantillons de l'extérieur. Et actuellement, on est en train d'augmenter la taille de notre cohorte, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure significativité. Le pipeline est toujours en cours, notamment on essaye de faire d'autres analyses telles que le variant calling. Et aussi de mettre en place en fait des analyses de signature, notamment pour RNU4-2, comme l'a présenté Benjamin hier. Je vous remercie pour votre attention et je remercie du coup tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Merci beaucoup. Avec un outil complémentaire ou une analyse qui vient compléter tout l'arsenal qui s'est bien densifié ces dernières années. Vous avez évoqué un échantillon non contributif. Là, il y en avait un sur la série. C'est un souci. Je veux dire, ça représente un pourcentage non négligeable finalement d'échantillons qui doivent être reprélevés. C'est vrai que c'est un prélèvement qui est quand même relativement facile à refaire. Ou derrière, vous repartez finalement de l'isolement des lymphocytes et alors je vais demander aux biologistes. C'est plus technique. Ouais, Benjamin. Ça représente assez peu de cas au final. C'est, je ne sais pas en pourcentage, mais très peu où il y a un échec vraiment avec autant de monocytes macrophages. C'est un cas vraiment extrême. C'était un RNU4-2 qui je crois qui venait de la pitié, il me semble.
Et la plupart, par contre, il y a des fois où vous voyez par exemple en marron foncé, là, c'est nos lymphocytes T, CD4, c'est un petit détail, où il y a un profil un peu différent. Il y a beaucoup, ouais, par exemple. Ça, en fait, on s'est aperçu que c'est le temps de culture qui était 3-4 jours, ou qui était plus long. Et en fait, c'était des outliers après dans nos analyses. Donc on a homogénéisé à 2-3 jours de culture grâce à ce QC qui nous aide beaucoup. Et c'est très peu les échecs en fait. Il y a 2 questions sur le chat. Comment faites-vous le diagnostic des mosaïques sur le graphe et pouvez-vous estimer son pourcentage? Alors, pour la mosaïque, en fait, on était revenu sur IGV. Je crois que j'ai une... Hop, tac. Donc, en fait, là, on a bien la délétion. Du coup, on voit bien la délétion de 1,5 kb chez les 2 sœurs. Et là, en fait, on a la mosaïque chez la mère. Par contre, je ne crois pas qu'on avait estimé le pourcentage. Je ne sais pas... Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question qui est directement en lien avec la dernière question posée, qui est dans les cas négatifs, puisque vous avez une idée en fait des gènes qui sont exprimés que vous regardez, et donc vous avez aussi les gènes que vous ne regardez pas, ceux qui sont exprimés que dans le cerveau par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen de coupler ça finalement à une réanalyse de ces gènes? Enfin, ma question c'est, vous avez le génome pour ces patients-là. Donc vous savez les gènes pour lesquels vous avez une expression normale, et vous avez des gènes où vous n'avez pas d'expression du tout dans vos analyses. Est-ce qu'on pourrait coupler ça à des analyses bioinformatiques pour aller rechercher des variants deep introniques, etc., dans les gènes qui ne sont pas exprimés? Justement, en fait, Outrider, c'est ce qui permet, c'est justement des gènes qui vont... Mais vraiment pas exprimés, c'est-à-dire... Ah oui. En fait, moi, par exemple, j'ai un patient qui a un deep intronique dans KCNC2, qui est purement cérébral. Pareil, la duplication intronique dans FGF13, qui est purement cérébrale. Et donc ça, c'est des choses que vous n'allez pas voir sur des cultures, ni même dans les fibroblastes d'ailleurs. Et donc je me disais, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite réanalyse de ces gènes? Je ne sais pas combien il y en a en fait. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de gènes connus en pathologie qui ne sont pas du tout exprimés dans les tissus et qu'on puisse peut-être les réanalyser cela par des analyses un peu plus poussées, regarder Splice AI, un peu plus des variants qui sont jamais présents dans Gnomad, enfin. Oui, il y en a à peu près 30% qui ne sont pas exprimés. Donc il y en a un petit peu qui sont complémentaires dans les fibros, qui ne sont pas exprimés dans l'info. Donc on peut peut-être faire ce tissu-là en plus. Après, il y a un modèle qui vient d'être publié de transdifférenciation, des choses beaucoup plus complexes. Alors en diag, ça va être très lourd, mais effectivement, en première étape, on peut peut-être réanalyser en priorité plus finement ces gènes-là à large échelle. Il reste 30%, oui. Pour finir. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question plus générale. Là, si j'ai bien compris, pour tous les cas là, que vous avez présentés, vous aviez quand même une idée du gène que vous vouliez approfondir, ou c'est vraiment à l'aveugle? Non, c'est à l'aveugle. En fait, c'est ce que permet Outrider. Il va... Enfin, ou Fraser d'ailleurs, en fait, il va nous ressortir les gènes donc avec une expression aberrante, mais on n'a pas d'a priori sur le gène qui va être détecté. Non. C'est ça, enfin, je trouve que c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même, on fouille des anomalies potentielles d'épissage ou quand il nous manque un variant de l'autre côté. Ouais, c'est une analyse vraiment ouverte. Là, c'était pas orienté déjà par les résultats des premières analyses. Merci en tout cas pour cette session à tous les orateurs.